Alice, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes pour la Fondation La Sauvegarde de l'Art français, mais également directrice pour les régions voisines, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Une fondation donc qui a vu le jour il y a un peu plus de 100 ans pour voler au secours et promouvoir également le patrimoine immobilier et mobilier. Quand l'avez-vous, vous, rejoint cette fondation ? J'ai rejoint la Sauvegarde de l'Art français en 2016, au départ pour m'occuper des projets de restauration des édifices, églises et chapelles, en Bretagne, dans les Hauts-de-France et en région parisienne. Et quelles sont les rencontres qui ont déterminé votre parcours et votre arrivée justement à la Sauvegarde de l'Art français ? Il y a eu plusieurs rencontres qui m'ont guidée vers ces métiers du patrimoine. D'abord, les architectes des bâtiments de France avec qui j'ai eu la chance de collaborer, notamment dans les Hauts-de-Seine. Et puis, une rencontre lors de la Forcade qui a créé une société qui s'appelle Pierre d'Avenir, qui se consacre à la gestion et à la valorisation des monuments historiques privés. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans vos missions ? La diversité des missions, le fait de travailler avec des experts reconnus, des conservateurs, des historiens d'art, des architectes en chef des monuments historiques, le fait d'apprendre continuellement et puis de pouvoir être au chevet du patrimoine très local. Qui est à l'origine de la Sauvegarde de l'Art français ? Il y a maintenant donc un peu plus de 100 ans qu'elle existe, cette fondation. Oui, c'est le duc de Trévise, Édouard Mortier, qui a créé la Sauvegarde de l'Art français en 1921 pour venir au chevet du patrimoine qui, après la Première Guerre mondiale, était extrêmement délaissé et délabré. Effectivement, 1921, donc c'est vraiment le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quelles étaient les menaces qui pesaient sur ce patrimoine ? Elles étaient multiples. D'abord, le patrimoine n'était pas une priorité au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le patrimoine était pour beaucoup, et notamment le patrimoine le plus ancien, assez méconnu et délaissé. Et il y a une troisième menace qui pesait sur ce patrimoine, c'est le démantèlement et l'exportation à l'étranger, notamment pour créer des musées comme les Cloisters à New York. Et dès 1925, donc, l'association a été reconnue d'utilité publique pour ses actions en faveur de la préservation à la fois du patrimoine donc, mobilier et immobilier. Et puis en 2017, elle est donc passée du statut d'association à celui de fondation. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé, que ça a sacralisé notre objectif et nos moyens financiers. Ça nous a permis d'ouvrir nos portes à des fondations abritées qui rejoignent nos objectifs. Et puis, ça permet aussi des déductions fiscales pour nos mécènes et nos donateurs plus intéressantes. Et le soutien donc, à la restauration d'églises et de chapelles rurales est au cœur de vos missions. Pourquoi ce patrimoine religieux fait partie justement de vos principales préoccupations et plutôt qu'un autre type de patrimoine ? Évidemment, les statuts de la sauvegarde sont extrêmement vastes et ouverts à tout type de patrimoine. Historiquement, on s'est centré sur le patrimoine religieux parce que la marquise de Maillé, la deuxième présidente de l'association, avait fait un legs à sa mort en 1972, donnant toute sa fortune aux églises et chapelles rurales, non classées au titre des monuments historiques pour des travaux de grosses œuvres. Elle estimait que c'était l'urgence d'une préservation in situ dans tous les petits villages. Et en 2023, donc, vous avez soutenu la restauration des églises suivantes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes: Saint-Maurice-du-Son, Saint-Madeleine d'Estendeuil, Chapelle du Château de Chassincourt à Saint-Marcel-en-Murat. Pourquoi ont-elles été sélectionnées, ces chapelles et églises d'ailleurs ? Ce sont les propriétaires qui sont venus vers nous, dans les cas que vous présentez, des propriétaires aussi bien publics que privés. Ils avaient besoin d'un coup de pouce pour entamer les travaux de rénovation qui étaient nécessaires pour leurs édifices. Et ensuite, ces édifices ont été examinés avec beaucoup de soin par des autorités scientifiques compétentes, des architectes en chef des monuments historiques, des conservateurs, pour aboutir à un don pour les restaurations. Et tout à l'heure, Gilles Charmat, qui nous rejoindra, présentera une autre chapelle, la chapelle de Braille, qui est située à Saint-Pourçain sur Sioule dans l'Allier, qui fait aussi l'objet de votre soutien et qui a d'ores et déjà donc bénéficié de travaux de restauration. On aura l'occasion de découvrir son histoire exceptionnelle avec des peintures intérieures remarquables. Mais avant cela, l'engagement des citoyens fait partie donc de vos forces depuis 10 ans, grâce à la campagne Le plus grand musée de France, un dispositif qui est initié par des étudiants, mais qui désormais est aussi porté par des salariés, amateurs d'art et lycéens. Comment est-il organisé, ce plus grand musée de France ? Alors, vous l'avez dit, le plus grand musée de France a 3 pôles, un pôle lycéen, un pôle étudiant et un pôle salarié d'entreprise.
le but est vraiment de découvrir autour de chez nous, où que nous soyons, les beautés qui forment le patrimoine de la France et de se les approprier, c'est-à-dire de se rendre compte qu'elles sont à nous et que nous avons le devoir de les transmettre aux générations futures. Donc il s'agit de repérer une œuvre qui nous touche particulièrement et puis de mobiliser des financements pour aboutir à la restauration de cette œuvre d'art. Ça fait plus de 10 ans qu'existe ce dispositif, désormais le plus grand musée de France. Combien de personnes ont contribué au sauvetage d'œuvres d'art ? Alors, ce sont des milliers de personnes qui sont engagées dans cette campagne. Il y a eu notamment plus de 300 lycéens, énormément d'étudiants, des milliers de salariés d'entreprise, que ce soit dans le groupe Michelin ou dans la société Alliance ou d'autres partenaires financiers qui nous accompagnent. 3000 salariés, 400 étudiants, 600 lycéens, ce sont les chiffres que j'avais pu retenir en préparant cette émission à vos côtés. Que représentent les sommes qui sont collectées aussi pour valoriser, restaurer ces œuvres d'art ? Alors aujourd'hui, en 10 ans d'existence, la campagne du plus grand musée de France a permis de collecter 1,9 million pour la restauration de 270 œuvres d'art. D'accord, ce qui est énorme, quand même considérable. Et dans la région, il y a des projets donc, qui ont bénéficié de cette campagne. Vous l'évoquiez très succinctement tout à l'heure, des projets donc, des salariés Michelin à Clermont-Ferrand, notamment une peinture sur panneau de la fin du XVe siècle, qui est dans l'église Saint-Maurice à Husson. Donc c'est la résurrection de Lazare. Que représente-t-elle concrètement cette œuvre ? Alors c'est une œuvre magnifique qui est constituée, vous le voyez, de 8 panneaux en bois entourés d'un cadre doré. C'est donc la résurrection de Lazare et on voit, petite anecdote amusante, que le peintre a pris soin de représenter les personnages alentours qui se bouchent le nez parce qu'il est dit dans la Bible que Lazare était déjà au tombeau depuis un certain temps et donc le corps commençait à sentir. Cette œuvre avait besoin d'une restauration urgente puisque la couche picturale en fait se décolle du support de bois et elle se trouve dans une commune rurale, donc elle rejoint exactement les missions de la sauvegarde de l'art français. Et c'est vrai que c'est une œuvre aussi qui est protégée monument historique, qui est classée depuis 1902. Il est aussi important de souligner que ce petit patrimoine peut être protégé de cette manière, notamment grâce à cette législation qui est favorable à ces œuvres d'art qu'on a l'occasion de présenter ce matin. Il y a d'autres œuvres d'ailleurs qui ont été retenues, notamment dans le Puy-de-Dôme, une statue de Vierge à l'enfant à Lampdes, des vantaux à La Mongie, une peinture représentant la crucifixion de Jésus à Châteldon. Voilà, ce sont ces 3 œuvres que l'on voit. Comment elles sont repérées et choisies en fait, les œuvres que l'on peut citer depuis tout à l'heure ? Alors, on laisse vraiment la place au coup de cœur des participants à l'opération du plus grand musée de France. On accorde une grande importance au fait que ce soit une œuvre qui les touche. Évidemment, ils peuvent être guidés par les conservateurs des antiquités et objets d'art de chaque département qui les guident. Et puis ensuite, chaque personne participant à l'opération défend cette œuvre d'art et au terme d'un jury, une œuvre est choisie pour permettre sa restauration avec l'aide d'un mécène. Et ça a été le cas pour les élèves de seconde du lycée Aragon-Picasso de Givors qui ont participé donc à la campagne Les lycéens à la découverte donc, du plus grand musée de France, qui ont récolté des fonds pour restaurer une bannière installée dans l'hôtel de ville de Condrieu qui représente Saint-Vincent. Quelles sont les actions justement que font les lycéens pour réussir à fédérer, à donner envie à celles et ceux qui vont contribuer financièrement à la restauration des œuvres ? Les lycéens font un travail de communication. Par leur jeunesse, par leur engagement au titre du patrimoine, ils attirent beaucoup de médias, la presse, etc. Ils vont toquer aux portes de tous les habitants du village où se trouve cette œuvre. Ils font un vrai travail de communication et puis ils s'approprient, grâce à cette campagne, le fonctionnement d'une restauration, la complexité aussi des systèmes de la DRAC, de l'appartenance de la propriété des œuvres d'art, etc. Donc ils comprennent aussi l'organisation administrative nécessaire et indispensable pour arriver à cette restauration. Et par ailleurs, chaque année, il y a un autre concours qui est organisé en partenariat avec Alliance France pour la restauration d'une œuvre dans chaque région. Dans la nôtre, donc celle qui a récolté le plus de votes est la Pietà de la chapelle de Saint-Amand de Chacornac à Quer en Haute-Loire. Qu'a de particulier cette statue ?
Alors, c'est une statue qui a subi, comme on peut le voir, une restauration malheureuse dans les années 80, avec beaucoup de repeints, des couleurs très vives qui ne s'accordaient pas à la véracité historique de cette œuvre d'art. Le fait que cette statue ait été choisie va permettre une dérestauration et puis une restauration ensuite dans les règles de l'art. Et c'est indispensable pour transmettre et comprendre Oui. Notamment les métiers d'art qui interviennent, qui favorisent donc aussi la recherche en histoire de l'art. Comment est-elle accompagnée cette recherche avec la sauvegarde de l'art français ? Alors, la recherche est accompagnée, comme je le disais, par des conservateurs des antiquités et objets d'art, mais aussi par des restaurateurs qui guident un peu le choix des œuvres et qui apportent une lumière sur la faisabilité technique d'une restauration, sur le coût, etc. Tout ça amène une vraie démarche scientifique, tant pour les lycéens, les étudiants que pour les salariés d'entreprise. Ça, ce sont des talents auxquels vous faites appel, qui ne sont pas au cœur des équipes de la sauvegarde de l'art français, mais néanmoins, vous avez d'autres compétences. Quels sont les profils qui sont au sein de l'équipe que l'on voit là, en partie au Salon international du patrimoine culturel à Paris ? Nous sommes une petite équipe d'une dizaine de salariés, composée d'un directeur, de 4 personnes qui s'occupent des demandes d'aide pour la restauration des édifices partout en France, 2 personnes qui s'occupent de la communication, et c'est vraiment important, et puis 2 personnes qui chapeautent l'opération dont on parlait, le plus grand musée de France. Et si l'on est amoureux du patrimoine, comment peut-on soutenir votre fondation ? Alors, parler de la sauvegarde de l'art français, la faire connaître au niveau local, au niveau départemental, etc. On peut également la rejoindre comme bénévole, mais aussi, évidemment, faire un don. Tous les dons pour le patrimoine comptent, même les plus petits. Et on ira sur le site internet sauvegardeartfrançais.fr pour effectivement découvrir un peu plus encore vos missions. Et aussi, vous parliez de communication pour faire connaître et sensibiliser. C'est ce que vous faites par le biais de cette nouvelle revue qui s'appelle Patrimonial, qui n'est pas pour le moment dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en Bretagne pour ce premier numéro, mais sans aucun doute, on pourra découvrir des merveilles du patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le numéro 2, puisque vous allez évoquer le patrimoine de moyenne et haute montagne. Ce sera dans quelques semaines maintenant qu'il paraîtra. Comment vous avez imaginé la ligne éditoriale de ce magazine, de cette revue ? Alors, avec l'histoire longue de la sauvegarde de l'art français au sauvetage du patrimoine, on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance du petit patrimoine qu'on met en opposition au grand patrimoine, qui est bien connu, bien étudié, souvent conservé dans les musées. Et ce petit patrimoine est souvent mal connu, peu étudié. On a voulu axer cette revue patrimoniale autour de ce petit patrimoine. On a hâte de découvrir le numéro qui sera consacré donc à la montagne. Et avant